Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et un petit peu internationale quand ça nous tente ou on a le temps surtout. Avec moi cette semaine, toujours quelqu'un d'extraordinaire hein, et je vous présente Joanie Riendeau. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui. Prête à réfléchir avec moi, à commenter l'actualité? Toujours un plaisir avec toi et tes différents sujets. Et mes différents sujets, oui. On va débuter ça hein, en force avec la journée annuelle du bleuet. Oui. Qui s'est déroulée cette semaine. On sait que les producteurs de bleuets, on les entend depuis plusieurs années, ils disent qu'ils ont de la misère à arriver parce que le prix qui se font acheter le bleuet par les transformateurs n'est pas assez élevé. Là, ils voulaient voir les chiffres, etc. Qu'est-ce qui en sort de cette journée annuelle du bleuet-là? Et pour toi, c'est quoi l'importance de l'industrie du bleuet maintenant, aujourd'hui? Là, parce qu'on sait que c'est devenu mondial, l'industrie du bleuet, maintenant. Bien, c'est quand même la première production qui nous fait reconnaître en tant que région, en tant que secteur. Mais c'est aussi que ça a été un bon démarrage pour bien des individus. On voit beaucoup de bleuetières différentes dans notre région. Des individus qui se partent ou encore des entreprises majeures comme Bleuet Fortin ou Bleuet Nordique. Donc, c'est un maillon très important de notre économie locale, tout en valorisant quelque chose qui est très particulier à notre région. Donc, ça a une importance primordiale dans notre développement. Mais l'organisation qui avait été engagée par le syndicat des producteurs des bleuets a démontré dans la rencontre de mardi de la semaine dernière, que le coût de cueillette dépasse les 40 sous, alors que le prix d'achat de ce qui a été cueilli est près de 33 sous. Ouais. Près de 33 sous. Donc, on voit qu'il y a quand même une énorme marge de manœuvre. Donc, ils ont raison de dire, là, on ne fait pas d'argent, là. On ne fait pas d'argent, mais est-ce que le problème est auprès du racheteur? Est-ce que c'est auprès du marché? Est-ce que la mise en vente? Ça pose vraiment beaucoup de questions face à ce marché, à ce secteur économique-là qui est important. L'agrotourisme dans la région est comment je pourrais dire, un cheval de trait de bien des ressources économiques. Bien, mais on sait, c'est vrai que ça s'est développé beaucoup. Est-ce que ça peut être un des facteurs, le fait que là, il y a beaucoup de bleuetières un peu partout? Puis d'un autre côté, c'est quand on dit, bon, eux ne font pas d'argent, les transformateurs ont l'air d'en faire de l'argent parce que Bleuet Nordique veut aussi sa production de 50 %. Ils ont annoncé ça la semaine dernière. Donc, je veux dire, là, moi, quand je vois... parce que, bon, sans qu'il y ait d'accusations, on voulait voir les chiffres, etc., mais on sent qu'il y a une problématique à ce niveau-là parce que, je veux dire, personne n'a le goût de travailler puis de payer de sa poche pour travailler, là. Non, bien, c'est là qu'il faut voir où est le déséquilibre. Dans le rapport qu'on a eu accès, il n'est pas marqué clairement à quel endroit, à quelle étape de la transformation du parcours économique que le petit fruit ou qu'il y a, je ne pourrais pas dire un abus, mais il y a un plus de profit que les autres étapes. Mais on m'a fait remarquer aussi que le bleuet de notre région, pourquoi on ne le retrouve pas dans nos épiceries? On ne retrouve pas de sacs de petits fruits, disons, cueillis au lac Saint-Jean. Ou on ne voit pas de sacs Bleuet Fortin ou Bleuet Nordique dans nos épiceries. Ça veut dire que notre petit bleuet, il s'en va loin et on se ramasse à avoir des produits congelés. Donc, on ne peut pas être fier de notre provenance. Oui, bien c'est sûr que là, ça s'est développé beaucoup. La Chine, le Chili, l'Argentine, etc. Il y a des bleuets partout à travers le monde. Oui. On connaît ses propriétés. Maintenant, nous, il y a la particularité dans le bleuet sauvage, là. Déjà, mais tu as raison, hein, ça devrait devenir un saut de fierté, en fait, le bleuet du lac Saint-Jean. Oui, puis on parle beaucoup d'économie locale, de cercle local. Ça pourrait être peut-être une solution pour les producteurs qui ont besoin de moins d'étapes de transformation. Parce que l'été, on les voit, là, les bleuets, parce que là, ils sont dans les épiceries, ils sont dans les petits kiosques, fruits et légumes, etc. Oui, puis les gens d'ici, ainsi que les touristes, vont dans les petits kiosques, donc chez l'individu, chez le travailleur autonome. Mais à l'année, ce serait peut-être quelque chose à réfléchir, à le rendre plus disponible auprès des commerces locaux. Genre une appellation d'origine contrôlée. Oui, puis ça, on pourrait commencer par l'appellation locale et ensuite faire vraiment une homologation, comme on appelle. Mais c'est une question à se poser parce que c'est un cheval de trait de notre économie locale. Le bleuet, comment il s'accueille? On parle au Festival du bleuet, on parle de la transformation du bleuet. Il y a énormément de la boîte à bleuet aussi. Il y a plein d'entreprises de notre région, comme à Albanel, qui font de leurs produits le bleuet. Donc, le tapoton fruit, j'en aurais plein à nommer. Même si culturellement, c'est un sentiment d'appartenance, là. Quand tu t'en vas n'importe où, j'étais dans ma belle famille en fin de semaine passée. Ah, le bleuet! Ben ouais, mais c'est ça. Quand c'est rendu que les citoyens se font appeler les bleuets, ça a une importance majeure. Ouais.
On va suivre ça de très près parce que Oui. c'est important pour le milieu. Et ben là, j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus toutes les réponses. Là, qu'on n'a pas toutes les données, en fait, qui nous permettent d'avoir une évaluation, de regarder justement où va l'argent, comment on peut rentabiliser, en fait, les producteurs Je pense de plus bleuets. que nous, on n'a pas accès à toutes ces données-là. C'est plus le syndicat. Ouais. Donc, ils se gardent des informations, puis c'est bien important. Mais il faut se poser aussi une question en tant qu'acheteur, pas seulement en tant que cueilleur. En tant qu'acheteur aussi, faire des pressions Oui. pour dire on les veut au niveau local. On les veut au niveau local, puis il y a plein de transformations par le bleuet séché. Il y a plein de... Savais-tu que Ta Peau Ton Fruit font des produits de cosmétiques qui se font vendre partout au Québec à base de bleuets? Non. D'une crème hydratante, exfoliante, plein de choses. Ça, Tout ce que c'est j'utilise une, jamais dans la vie. c'est une très belle découverte que j'ai faite en arrivant ici. C'est ça, ton petite odeur de bleuet. Hier, là, la semaine dernière, Oui. le ministre André de la Forêt a annoncé, c'est comme à chaque année on fait ça, on indique combien d'argent on va mettre dans notre réseau routier. On a parlé de 204 millions pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, rien de nouveau, là, on le sait à toutes les années. Cependant, deux choses en fait qui m'ont titillé, ben pas titillé, mais qui m'ont intéressé plus particulièrement. Il y a de l'argent là-dedans qui est prévu pour faire une étude d'impact et de faisabilité pour l'idée d'avoir un deuxième pont sur le Saguenay à Chicoutimi, en fait, Oui. là, qui vont relier Chicoutimi-Nord. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose, ben, on parle qu'on va investir de l'argent encore dans le prolongement d'autoroute Alma-Labé, mais du côté d'Alma, ça n'a pas l'air clair. On entendait André Paradis, entre autres, qui disait qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas, que ça fait 20 ans qu'on attend, puis là, on parlait peut-être plus d'amélioration du secteur quand nous, ce qu'on veut, puis qu'on demande depuis 20 ans, c'est un tronçon d'autoroute qui va se rendre jusqu'à Alma. Ton analyse de ces deux sujets-là, toi? Bien, pour commencer, dans les deux projets, on parle d'axe routier. Oui. Donc, c'est quand même, oui, c'est important, l'accessibilité de la région, parce que quand on arrive des centres extérieurs, on voit ces deux axes-là. Moi, la question que je me pose, la 155 est dans quel état? Oui. L'accès la 155 est dans un état pitoyable, puis c'est un autre accès pour les gens qui arrivent de Montréal, qui ne veulent pas passer par Québec. Pour le lien entre Alma et la baie, Mais là, je c'est sens une que c'est la preuve. fille de la TUC qui parle. Oui, c'est la fille de la TUC qui parle. C'est la fille qui utilise souvent cette route-là, mais je ne suis pas la seule. Non. Je ne suis pas la seule. Je sais très bien que je suis loin d'être la seule à l'utiliser. Mais c'est surtout que la 155, autant que pour la 169 ou la 172, si je me souviens bien des chiffres, bien, ils ont tous des travaux majeurs qui sont nécessaires afin d'être roulables, qu'ils soient sécuritaires. Ouais. Entre Alma et la baie, on a eu cette année énormément d'accidents sur cette route-là. Oui. C'est pas juste une question d'accessibilité, c'est une accessibilité sécuritaire parce que la route est accessible, on peut la faire. Mais quand c'est rendu que depuis le début de l'hiver, si je me souviens bien, on est rendu à 3 jours où on devait traverser en convoi routier, c'est qu'il y a des améliorations majeures qui doivent être faites. Moi, je le dis depuis longtemps, entre autres dans le triangle de la mort d'Héberville, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, on sait planter des arbres. Déjà, on va couper le vent. Là. On s'en est parlé au cours des dernières émissions, puis c'est important. J'ai entendu au cours des dernières semaines un débat radiophonique demandant est-ce que cette route-là, elle a encore de la valeur? Oui, elle est nécessaire. Là, tu parles de 169 qui va traverser le petit parc à Héberville, la route Oui. d'Héberville, oui. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire au développement économique de chaque MRC, de chaque région. C'est pas parce qu'on en a une autre qui est parallèle qu'elle est mieux adaptée. C'est pas adapté ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport touristique. Faut que les gens aient le choix, étant donné notre situation climatique. Puis, pour le pont de Saguenay, pour l'avoir traversé souvent, je pense sérieusement que c'est bien de commencer à l'envisager. Est-ce que c'est une nécessité présentement? J'ai jamais vécu le trafic à Saguenay, personnellement. Oui, écoute, il y en a, mais ça dure une demi-heure là, le matin, mais une bonne demi-heure. C'est ça, il faut comparer les pommes avec les pommes, mais c'est une bonne demi-heure qui peut être enrageante pour les gens qui ne sont pas habitués au trafic, mais c'est une question de sécurité aussi. Oui, puis s'il y a un problème, parce qu'on l'a vécu il y a quelques années, je veux dire, c'est le seul axe
quand ça passe pas par là, ben là, il faut que tu fasses le détour par Tadoussac ou Chipcha. C'est ça. Ben oui, je comprends, puis c'est bien qu'ils commencent l'étude, c'est bien, puis mais c'est bien Je suis pas sûr qu'au niveau de l'achalandage, il faut qu'ils jugent juste ça, parce que sinon, je pense pas qu'ils vont construire un deuxième pont. Non, puis avec tout ce qui se passe au niveau des belugas, au niveau des espèces menacées qui disent que la construction peut nuire aux espèces menacées, moi, quand je dis, c'est félicitations pour le début d'une étude sérieuse afin que les recommandations soient faites. Qu'on puisse savoir de quoi on parle. C'est le bon timing. C'est le bon moment pour faire cette réflexion-là. Parce que oui, on a un achalandage important, mais le pont est encore en assez bon état. Mais dans 10 ans, ça ne sera plus le cas. Oui, bien en fait, il y a des réparations toutes les années, de plus en plus. Durant l'été, quand il y a les constructions, on ferme des voies, ça diminue la vitesse, donc ça crée pas de l'achalandage, mais des bouchons. Mais ça, c'est partout. Toutes les routes du Québec, ça va toujours être ça. Puis les ponts partout au Québec, Sauf que quand ça fait 4-5 ans en ligne, à un moment donné, tu as le goût que... Je sais pas comment ça se passe à la TUC, à la TUC, il n'y a pas de pont, premièrement. Mais Montréal, Québec, il y a toujours des travaux sur les ponts, tout le temps. Il faut vivre avec. Mais il faut quand même avoir une autre solution parce que si dans les travaux, tu as besoin de fermer tes 2 voies, si ce n'est qu'une nuit, l'ambulance, les services d'urgence, tout ça, tu es obligé de faire le grand détour. Ceux qui sont dans le domaine paramédic pourront le dire, les secondes comptent. Donc, c'est surtout dans cette situation-là qu'il faut penser. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un bon timing pour avoir une bonne étude de marché. Parce qu'on va voir, oui, l'achalandage, on va voir les impacts environnementaux, mais on va avoir le temps de faire un plan qui va être acceptable socialement aussi. Donc, on n'est pas encore dans une démarche où que c'est nécessaire, essentiel de l'avoir la semaine prochaine. Mais on est dans une démarche où on voit à long terme, et ça, c'est bravo pour cette décision politique-là. C'est un plaisir de parler d'asphalte avec toi. Moi qui en fais énorme, il faut savoir aussi, mais Pierre souligne ça, mais c'est que moi, par ma vie personnelle puis par ma vie professionnelle, je fais énormément de kilométrage. Si ce n'est qu'une fois par mois, je fais l'aller-retour entre Dolbeau-Mistassini et le lac Champlain. Donc, qui est aux limites. Donc, je traverse la 155, je traverse le parc des Laurentides, je traverse beaucoup de routes. Donc, je te comprends. Ma dernière auto, quand je l'ai jetée, parce qu'on ne peut pas dire débarrassée, j'avais fait plus de 420 000 km en 8 ans et demi. Mon record? Oui. 90 000 km dans un an. Oh, c'est beaucoup. Vive Matane! Vive Matane! Une nouvelle qui n'en est pas une, mais ça a quand même sorti des médias hier, mais pour moi, c'est pas une nouvelle, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a M. Charette, le ministre de l'Environnement, qui a dit, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, si le rapport du BAP n'est pas OK avec les projets qu'il y a autour du fjord du Saguenay pour, on parle le projet de GNL Québec. GNL Québec, mais même des autres projets. Si ça ne marche pas, on peut les refuser ou les rejeter. Donc, ça a fait grand bruit, mais moi, je trouve juste ça normal. C'est ce qu'on attend d'un ministère de l'Environnement. S'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, puis que ça nuit à l'environnement au-delà des niveaux qu'on a déterminés, je ne vois pas pourquoi on l'accepterait. Je trouve que c'est de la non-nouvelle, ça. Non, c'est ça. Moi, c'est ce que je m'attends d'un ministère de l'Environnement. C'est ce que je m'attends d'un ministre. C'est ce que je m'attends d'un BAP. C'est ce que je m'attends de la population locale qui font exprimer leurs besoins. Mais ça fait comme un gros... je sais pas, hier, ça a comme été une grosse nouvelle qui a bougé. Puis là, même la compagnie dit, ben oui, c'est non, c'est ça. Moi, ça a juste fait... Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre? Ben oui. C'est bon, ça clôt cette nouvelle, on en aura parlé. Oui. Aussi, mais on est d'accord sur le fait que s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale et si ça ne respecte pas les conditions du BAP, ben on ne devrait pas faire les projets. Bon, c'est ça. On est d'accord? Parfait, j'aime ça. Il n'y a rien à dire. Mais non, mais c'est ça, je trouve ça drôle. Vendredi dernier, les jeunes ont fait la grève pour le climat. On sait que c'est un mouvement qui est planétaire. Il y a plus de 40 pays dans le monde où les jeunes ont voté, ont eu des mandats de grève pour dire on lève une journée de cours et on va manifester pour sensibiliser les gens aux problèmes climatiques. On sait que ici dans la région, ça a commencé à l'UQAC, puis il y a des gens derrière ça. Là, on peut parler de la chaire d'éco-conseil, il y a des enseignants, etc., qui sont d'accord sur le fait que c'est une urgence et que là, les étudiants se mobilisent. Puis, tu sais, historiquement, c'est beaucoup venu de là. On voit ce qui s'est passé en Algérie les dernières semaines, la jeunesse qui se mobilise pour des enjeux importants. Je pense que c'est important aussi d'avoir de l'écoute, parce que c'est le monde de demain, ça leur appartient, en fait. Oui, puis tu sais, on peut, sur plusieurs points,
2011, on a écouté les étudiants, ça a fait un poids au niveau politique. Mais là, on parle d'une question d'argent. Là, on parle d'une question environnementale. On parle d'une question qui touche le monde. Ce qu'on fait ici a un impact partout. Puis je sais aussi qu'il y avait je n'ai pas eu les résultats encore, mais il y avait le vote de grève mardi dernier au Cégep de Saint-Félicien. Renseignez-vous, je pense qu'ils ont sûrement fait la grève et ils vont sûrement la faire. Mais les étudiants sont les penseurs de demain. Sont ceux qui vont vivre avec les décisions d'aujourd'hui. Ils sont moins pris dans le paradigme que de la société comme on l'est quand ça fait 30 ans qu'on travaille dans la même boîte. Puis même quand on arrive puis qu'on a les responsabilités aussi, c'est plus ça aussi. On fait la comparaison, ceux qui ont été aux études collégiales puis universitaires puis qui se sont impliqués dans les syndicats étudiants, bien oui. Mais dès qu'on arrive, on sort puis on est dans le marché du travail, nos perceptions changent. Est-ce que ça tasse nos valeurs? Non. Mais est-ce qu'on a la place pour s'impliquer? Est-ce qu'on a la motivation pour s'impliquer quand ton salaire est à prendre en compte, quand tu dois nourrir ta famille? Donc, c'est important d'écouter cette communauté-là. Ouais. Cette membre de notre communauté dans notre communauté qui ont le temps. Puis, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Ont le temps de réfléchir et d'offrir des nouvelles idées puis de remettre de l'avant ces choses qui nous tiennent à cœur depuis tellement longtemps. Puis, une autre affaire, parce que j'ai entendu des gens faire « Ouais, il faut encore la grève, ça sert à rien, apporter des solutions. » Les solutions, on les connaît, mais ça va prendre aussi des leviers politiques pour les mettre en application. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser, il faut aller chercher l'acceptation sociale, on en a parlé tantôt. Il faut aller chercher la légitimité pour le gouvernement d'agir parce que la population est derrière ce type de décision-là, des fois au dépend d'autres choses comme l'économie ou comme le développement. Là. Oui, puis au niveau des grèves, dites-vous que les étudiants, ils font pas ça pour manquer une journée de cours, là. Les étudiants, quand ils font un mandat de grève, c'est souvent parce qu'ils ont fait plusieurs étapes avant. Oui, il y a des solutions, mais les solutions, c'est toujours pas dans ma cour. C'est toujours pas dans ma cour. On a un changement minime qui doit être fait dans les prochaines années. Puis à Saguenay, ça a fait un scandale, c'est le compost. Mais c'est pas une action majeure, c'est pas une action... Oui, c'est un petit changement dans nos habitudes de vie et ça fait un scandale parce que il faut que tout le monde le fasse, mais pas moi. Ouais. Donc, c'est ça que la grève vient nous faire comprendre. C'est que c'est notre responsabilité personnelle. On veut plus en entendre parler, bien fais toi-même quelque chose. Il y a plusieurs... faudrait que je me rappelle encore une fois du scientifique qui est maintenant auteur. Il dit, on a bien beau tout essayer, la population, tant qu'ils ne seront pas frappés dans le mur, on ne pourra rien y faire. C'est l'histoire de l'humanité. Complètement désillusionné, on va dire, à ce terme-là. Les gens sont réfractaires au changement tout le temps. Oui. Bien, pourquoi bloquer ceux qui l'ont encore? Ouais. Pourquoi décourager ceux qui sont prêts encore à mettre de l'énergie puis à nous démontrer les différents outils, les différentes méthodes? Tu sais, il y a Alma en marche, il y a plusieurs organisations. Puis à Radio-Canada, dernièrement, ils ont fait un défi, ils ont pris 3 personnes différentes, une mairesse, un étudiant, puis un consommateur de viande. Lui, c'est un grand carnivore. Puis ils ont fait 1 mois à comparer un changement. La première, la mairesse a dit « Moi, je n'utilise plus ma voiture. Même si c'est une voiture électrique, je n'utilise plus ma voiture, je vais faire du covoiturage. » Elle a diminué de 45 % sa consommation, son bilan carbone. Okay. Son bilan carbone du mois. Le carnivore, je pense que c'est plus de 65 %. Et puis, donc, tu sais, on voit qu'il y a des possibilités. Puis cette charte-là, cet outil-là est disponible sur le site de la charte d'éco-conseil de l'UQAC pour calculer, nous, combien on fait, puis nous proposer des changements qu'on peut faire petits, mais qui nous conviennent à nous, comme acheter local, se faire un jardin. Donc, acheter local, mon Dieu Seigneur, que c'est simple. Moi, là, je veux un fermier de famille. Est-ce que vous connaissez le concept de fermier de famille? Non, j'aime ça. Explique. Un fermier de famille, comme un médecin de famille, c'est qu'on le connaît personnellement et on l'aide à participer d'une certaine façon à sa production. Donc, quand on parle, par exemple, des paniers bio, bien, c'est aller un peu plus loin que le panier de bio. C'est de rencontrer, d'aller le voir sur sa ferme, puis de dire « Ah, tu fais tel. Ah, moi, j'aimerais savoir un peu plus. » Donc, ça devient le fermier de famille. On aide nos agriculteurs locaux, puis on connaît mieux leur production.
Donc, c'est ça. C'est C'est plus local. On va chercher le panier chez eux. Quand tu les connais, tu as plus le goût d'investir chez ces gens-là, de les aider, de goûter leurs produits. Et c'est plus facile aussi d'essayer une nouvelle recette ou un nouveau produit quand c'est eux qui nous en parlent. Donc, essayer peut-être comme on dit, des graines ancestrales. Des légumes ancestrales. Donc, moi, un fermier de famille, je pense que c'est quelque chose qui va être bien intéressant parce que dans la MRC Maria-Chapdelaine, il y a le forestier maraîcher que j'ai hâte de rencontrer pour voir ses paniers bio. Super. Restons sur l'environnement. Il y a une sortie du préfet de la MRC, Lac-Saint-Jean, André Paradis, sur le fait que, au niveau de l'environnement, que les lois environnementales freinaient le développement économique. Moi, ça, je suis tanné, je m'excuse, mais je suis tanné qu'on oppose toujours environnement et économie. Il y a on a prouvé à maintes reprises que faire du développement économique vert, ça fonctionne et c'est payant. J'aimerais ça qu'on change aussi les mentalités de nos élus là-dessus, puis qu'on leur explique que, justement, il faut changer la manière de faire de l'économie, mais que ça va devenir payant et peut-être encore plus payant que l'économie. Parce que l'ancienne économie, là, oui, est confrontée à des lois environnementales, puis c'est important parce que le réchauffement climatique, la crise climatique, ça va tous nous toucher. Il y a un concept en comptabilité qui s'appelle l'efficience. C'est faire plus avec moins. Utiliser notre ressource au maximum. C'est une bonne gestion de l'environnement. OK? Quand on parle, bien, ça, c'est mon argument pour ceux qui ne voient pas l'écologie. Mais lorsqu'on reste dans le même système qui n'est pas rentable dans la structure présentement, qui ne répond pas à l'environnement, à quoi ça te sert d'épuiser ta ressource pour lui donner plus de valeur puis finalement en manquer? Manquer d'air, puis des emplois qui ne sont pas faits pour pérenniser, pas faits pour durer dans le temps, pas faits pour évoluer selon les besoins futurs de notre communauté. Tu sais, on peut parler, oui, de fermer le développement. C'est toujours à quel prix? À quel prix? Si tu veux plus d'argent aujourd'hui, comme on s'est dit, tu prives les générations futures de qualité de vie parce que tu voulais t'enrichir maintenant. Puis il y a des manières de faire du développement très rentable de manière environnementale. Là. Je veux dire, il y a plein de manières. J'ai pas vu une start-up, excusez-moi, ou une jeune entreprise ou un entrepreneur dans le développement qui va faire des solutions qui sont loin d'être environnementales. Ils ont toujours comme objectif, puis dans un souci d'efficience aussi, parce que c'est plus rentable d'être écologique. Oui, c'est cher sur le coup, mais c'est un investissement, ça te revient pas mal moins cher à long terme, surtout qu'on va sûrement avoir une taxe sur le carbone sous peu. C'est repenser sa manière de faire des affaires, c'est repenser son système d'entreprise, c'est repenser le système de développement local et de développement entrepreneurial. Vous regarderez les jeunes entreprises, là, j'en ai pas vu, moi, de mon expérience, que c'est des choses qui nuisent à l'environnement. Même loin de là. C'est souvent des gens qui vont offrir des services qui vont aider à l'environnement, qui vont diminuer ou qui vont rendre ça beaucoup plus efficient. Les entreprises qui vont dans le développement, oui, l'environnement peut les freiner, les règles en environnement, mais pas pour longtemps. Ils ne freinent pas pour longtemps. Le temps de trouver une solution, le temps comment faire avec, puis comment rester rentable. Oui, puis ça bloque le développement qui n'est pas environnemental. Ça bloque. On n'en veut plus de ce développement. On n'en veut plus. On ne veut plus d'entreprise qui va nuire à... Parce que lorsque tu utilises mal une ressource, c'est ton économie. Oui, tu as de l'air à l'utiliser de manière très efficace d'un coup, mais ton économie va en pâtir parce que tu vas manquer de la ressource pour finalement répondre aux besoins. Quand on parle d'une économie plus dans le macro que dans le micro, c'est ça qui se passe. Regardons plus international. L'Arabie saoudite, l'association, l'OPEP, l'Organisation des pétroliers. Les pays producteurs de pétrole. Les pays producteurs de pétrole, merci beaucoup. Bien, ils veulent diminuer leur production. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Ils vont faire plus de production. Scraper leur environnement, ils ne répondent pas plus aux besoins. Puis le Canada, on va faire... On va s'acheter un pipeline. Oui, on va s'acheter un pipeline, c'est super! Mais la méthode n'est pas environnementale, elle scrape les autres ressources autour, elle n'est pas capable de sortir parce que les environnementalistes... Donc, c'est pas... Puis ça désertifie. Tu regardes l'Alberta d'aujourd'hui, c'est complètement désertifié par rapport à ce que c'était il y a 50 ans. Puis ça va être un autre problème, les nappes phréatiques, etc. Mais ça, ils verront dans le temps. On a démontré qu'avec la biomasse forestière, on était capable de faire tout ce qu'on pouvait faire avec le pétrole.
C'est pas génial, ça? Pour moins cher, tout en Des ressources utilisant renouvelables. des ressources renouvelables, mais des ressources qui sont de seconde transformation. C'est un déchet d'une autre transformation. C'est ce qu'on appelle l'efficience. C'est utiliser ton... donc, quand on dit les 3 R, là, réduire, réutiliser, recycler, là, bien, on réduit de beaucoup parce qu'on vient à utiliser ce qu'à l'avant, on prenait comme un déchet, comme une ressource qui est encore... On a rentabilisé 2 fois plus la première cueillette de la ressource, la première chose d'aller chercher du bois. Tu sais, c'est ça, repenser l'économie. C'est ça, repenser l'économie en se disant, on utilise déjà. Comment on peut faire la deuxième étape? Comment on peut valoriser ce que nous, on utilise comme déchets? C'est ça, le développement environnemental. C'est ça, et oui, l'environnement, mais il faut arrêter de penser comme si nos ressources étaient illimitées, comme si notre environnement était limité, comme si on n'avait personne après nous. C'est surtout ça. Comme disait Boukhar Diouf, je n'ai pas la planète de mes parents, j'emprunte la planète de mes enfants. Oh, c'est beau. Mais Boukhar Diouf, il y a le nom. Oui. Hey, c'était en fin de semaine dernière le Festival Regard. Je pense que c'est un petit joyau, ça, chez nous. Le festival de court-métrage qui est parti tout petit, qui est maintenant rendu dans la Cour des Grandes, une sommité. C'est le festival de court-métrage au Québec, mais maintenant, dans le monde, c'est un festival qui est reconnu. Bien, c'est une des étapes obligatoires pour être aux Oscars. Oui, non, tu vois, maintenant. Puis on sait, bon, on développe beaucoup de films, soirée d'ouverture avec que des films qui ont été faits dans la région. D'ailleurs, peut-être que si vous étiez là, vous m'avez vu la face dans un de ces films. Merci Guillaume. Et puis, donc, une belle réussite régionale, ça. Puis il y a un engouement sacré, il y a des gens de partout qui viennent, les soirées regards sont festives, la qualité des productions sont extraordinaires. 35 pays, 166 courts-métrages. Toutes les premières nord-américaines, ça c'est une nouveauté cette année, sont présentées dans 2 salles différentes afin de répondre aux besoins. C'est super, ça. Dans l'édition 2018, il manquait de place. Et là, c'est tellement un bel événement qu'ils sont rendus à avoir 2 diffusions en même temps pour que tout le monde puisse profiter de cette nouveauté nord-américaine. Moi, bravo à toute l'organisation, bravo aux commanditaires parce qu'on ne se le dit pas souvent, mais les partenaires financiers, c'est grâce à vous que les projets puissent évoluer comme ça. Puis moi, je connaissais la région comme producteur de bleuets. Et quand je suis arrivée ici, j'étais encore plus fière du dynamique culturel, du dynamisme culturel de la région ici. Oui, c'est des courts-métrages, mais il n'y a pas grand place autre au Québec où ils ont des festivals de courts-métrages de cette qualité, avec cette quantité, avec la diversité culturelle, la diversité des termes, les possibilités, la valorisation à l'année du Festival Regard aussi. Ça, je pense que ça vaut la peine de le dire. Ils se promènent à l'année. Ils se promènent à l'année partout au Québec pour montrer les courts-métrages qui ont gagné des prix. Bravo, c'est vraiment hot. Oui, puis ça encourage les créateurs d'ici aussi à en faire, parce que même s'il y a des films qui viennent de partout à travers le monde, tu sais, ceux qui veulent faire du cinéma, bien, tu veux dire, la petite école du cinéma, c'est commencer par faire un court-métrage, et puis il y a une diversité, il y a une qualité. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de fans qui réalisent des films. Oui. Ça aussi, c'est une belle réussite. Bravo Festival Regard. Hein? Moi, je vous lève mon chapeau là, pour toutes ces années et j'espère que ça va continuer longtemps. J'ai pas encore eu l'occasion cette année, là, mais on essaye fort. Saguenay, on veut y aller. Ouais. Et rapidement, petite nouvelle intéressante pour les femmes, c'est qu'il y a un nouveau mammographe à l'hôpital de Jonquière. Je pense que c'est important pour le dépistage du cancer du sein, qui est un cancer qui se traite bien quand on le dépiste rapidement quand même. Oui, puis moins d'attente, plus facilement de service, puis plus d'accessibilité aussi pour les gens qui ne sont pas dans la liste. Parce que comment ça marche pour avoir une mammographie? C'est rendu à un certain âge. Tu reçois une lettre pour te demander la mammographie une fois par année ou une fois 5 ans, dépendamment de ton âge. Mais une personne qui n'est pas dans cette lettre-là peut être plus loin dans la liste. Okay. Donc, c'est très intéressant d'avoir un de plus. Ça va accélérer parce que ce n'est pas juste les personnes en haut de 50 ans qui l'ont. Non. Donc là, ça accélère pour les plus jeunes parce que c'est un des cancers les plus faciles à traiter, un des cancers les plus faciles à détecter, mais c'est un des cancers aussi qui est que l'auto-examen des seins n'est pas assez souvent pratiqué auprès des jeunes femmes. C'est dit. Bravo, l'hôpital de Jonquière pour ce nouveau mammographe. Nous, on
s'arrête quelques minutes pour le temps d'une pause et on vous revient tout de suite après avec d'autres informations. Les opioïdes du marché noir, ou ceux consommés sans ordonnance, tuent des gens comme lui. Et il tue aussi des gens comme lui. L'avenir cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. C'est parce que je fume du pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. J'ai trop pris de pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. On est de retour. Merci d'être resté avec nous. On va sortir de la région maintenant. On va aller au niveau de l'actualité nationale. J'ai deux nouvelles concernant le Parti québécois qui sont, bon, c'était une grosse semaine la semaine dernière. Premièrement, ils voulaient annoncer que dans leur restructuration, on remettait l'indépendance comme à l'avant-plan. Là. On voulait y redonner de l'importance. Comme cheval de trait, comme important. Cheval de trait, exactement. Cependant, dans cette même semaine-là où on voulait mettre ça sur le plancher, il est arrivé la démission de la jeune députée Catherine Fournier, qui était la plus jeune députée à l'Assemblée nationale. 26 ans. Oui, et qui a décidé de quitter parce qu'elle dit le Parti québécois n'est plus le véhicule pour amener la souveraineté. Ça prendra un autre véhicule. Là, il y a eu un peu un discours en deux parties là, de dire je quitte le navire pour promouvoir la même chose. Là. Je sais pas comment tu analyses ça, en fait. Là. Les deux nouvelles. Puis là, pour le PQ, c'est difficile quand justement tu voulais te remettre sur pied en remettant, en fait, l'indépendance en premier lieu. Puis j'écoutais ce que les instances du parti disaient. Ils disaient maintenant, ça va venir, c'est la base, c'est le parti qui va. Ce ne sera plus le chef qui va décider. Donc, si on dit que c'est l'indépendance, c'est l'indépendance. On verra, là, rendu là, quand il y aura un chef. Moi, ce que je me dis, c'est en même temps, il y a eu la sortie du livre de Jean-François Lisée à propos de sa défaite. Donc, tout ça. Soupi. Oui, tout ça dans la même semaine. Moi, tu me parles de changer vers la base. Ça me rappelle un parti qui est déjà en place, qui porte l'orange. Ouais.
qui dit que c'est la base qui va y aller, que si on va promouvoir en premier l'indépendance du Québec. On dirait que le PQ, au cours des dernières élections, pas la dernière, les dernières, ont honte de parler de l'indépendance du Québec. Étant donné la raison d'être du PQ depuis sa naissance, qui était l'indépendance, quand on fait de l'électoralisme, on détruit autant notre base interne que la confiance externe. Est-ce que ça peut venir du fait qu'ils ont fait l'exercice du pouvoir pendant de nombreuses années? Donc, l'idée d'un parti reste de se faire élire et d'exercer le pouvoir. Est-ce que là, ils se sont peut-être, je ne sais pas moi, pervertis dans le sens où l'appel du pouvoir était plus important que de réaliser l'indépendance? Je ne sais pas si on pourrait utiliser le terme perverti que lorsqu'on est un jeune parti et qu'on n'est pas au pouvoir, ben on a encore plein d'idéaux, on a encore plein d'espoir ou d'envie de restructuration. Mais une fois qu'on rentre dans la machine, comme un jeune étudiant qui rentre dans un travail, dit « Ah oui, je peux faire ça, comme ça. » Mais quand tu t'aperçois de comment c'est fait à l'interne, Les paradigmes. et là, tu te poses des questions et tu revois ta manière. Oui, tu as encore les mêmes idéologies, mais tu vois par le système, il change. Cependant, on parle au niveau politique. On parle que, présentement, pourquoi le Québec a de la misère à avancer, c'est parce qu'il n'y a pas de projet porteur, il n'y a pas de projet ambitieux ou inspirant pour les gens, pour les citoyens. Oui. Donc, je ne sais pas si l'indépendance va être ce projet inspirant, mais il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit rassembleur, il faut qu'il soit porteur de sens pour les gens, pour les personnes qui votent, mais surtout pour les personnes qui vont les apporter au pouvoir. Donc, ce qu'on a pu observer, puis ce que le départ de Mme Fournier décrit, c'est que certains députés ne sont pas prêts à porter cette mission-là parce que soit elle n'est pas claire, soit elle ne correspond pas à leurs valeurs. Donc, il y a certains députés qui ne se sentent pas bien dans la vision d'être un ambassadeur de la mission du parti. C'est un gros problème. Ça va faire près de 20 ans, depuis 1995, que les gens annoncent la mort du Parti québécois. Ouais. Il n'est pas encore mort. Il est vraiment pas fort. On va se le dire bien franchement, mais il n'est pas mort encore. Il faut se poser des questions. Mais avec QS, avec Québec solidaire, avec la CAQ qui se dit indépendantiste, est-ce qu'on dilue? Autonomiste plus la CAQ. Oui, tu as raison, plus autonomiste. Bien, là, il faut se poser la question, si on est plusieurs à faire ce mandat-là, c'est où qu'on se différencie? Oui. Il y a plusieurs questions à se poser au niveau politique parce que, contrairement à bien d'autres pays, dont notre voisin, on n'est pas du bipartisme. On l'a été pendant longtemps, PQ libéral. Mais là, avec Mme Fournier qui a quitté, le parti au pouvoir puis au parti à l'opposition n'avait jamais été à ce place-là auparavant. On a la CAQ et QS. Ouais. Donc là, on arrive à 4 partis dans un système d'élection. Il va falloir vraiment changer le mode de scrutin parce que ça va être difficilement vivable, selon moi. Là. On va vivre un statu quo pendant des années si on ne fait pas un changement au niveau de la méthode de scrutin. Puis qu'est-ce que tu penses de la décision de quitter de Catherine Fournier? Parce que j'entendais Sylvain Gaudreault, qui c'était pas idiot ce qu'il disait. Il disait tout ce que Catherine Fournier a dit, c'est des choses qui auraient pu être faites de l'intérieur du Parti québécois ou que si elle voulait changer les choses, elle avait un véhicule, elle s'est fait élire avec le mandat de représenter les Québécois pour le Parti québécois. Je ne sais pas qu'est-ce que son stratège politique a fait, mais présentement, ça y a plus nuit qu'autre chose. Parce que une des valeurs d'un politicien, c'est la persévérance. Mm-hmm. Et tu ne peux pas changer la politique externe à ton parti si tu n'as pas exprimé tes besoins à l'interne ou si tu n'as pas fait des pressions à l'interne en tant que député. Ouais. Autre chose là-dessus, je veux... au niveau de l'avenir du Parti québécois, oui, sans annoncer sa mort, etc., est-ce que ça se peut que quand le PQ regarde en arrière, il voit 95 justement en disant « on a tellement passé proche », et de penser que ce mouvement indépendantiste-là est encore leur fonds de commerce quand, selon moi, ils ont à rebâtir toute l'idée et la pédagogie de l'indépendance? Ça, je ne peux pas dire c'est quoi la mentalité ou la vision que les gens ont présentement, que les partisans du PQ à l'interne ont. Mais ça, les années changent, les générations changent. On regarde les Catalans, on regarde donc, il y a plusieurs... Les Écossais, que oui, ça l'a apporté quelque chose. Les Catalans, on pourrait en parler pendant longtemps avec tout ça. Mais il faut changer peut-être la manière de vendre le projet. Il
faut peut-être changer la Ben, c'est parce qu'il y a aussi tous les enjeux de l'environnement. Tu sais, les enjeux ont changé aussi là, depuis 20 ans. Oui, puis c'est plus une priorité d'être indépendant dans le sens du principe auprès de la jeune citoyenneté. De toute façon, on est plus dans l'autonomie. Tant que tu réponds à mes besoins, tu réponds à mes besoins. Bien, comment on fait pour que ça devienne un projet rassembleur? C'est surtout le fait d'être rassembleur que je trouve personnellement que le PQ a de la misère. Il n'est pas rassembleur auprès de ses gens, auprès de ses partisans. Puis ces projets ne sont pas si rassembleurs que ça au niveau des élections. La Charte des valeurs. Mais on va dire, quelle a été la première promesse de Jean-François Lisée au niveau des élections? Je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Ça a été plus de boîte à lunch dans les écoles. Ça parle à qui? Ça parle juste aux familles. Est-ce que c'est si rassembleur que ça? Ben, le syndicat des boîtes à lunch sont sortis des médias. Mais est-ce que c'est plein de petites actions? Il n'y a pas un phare présentement, puis l'indépendance est un phare, oui, audacieux. C'est pas dangereux, c'est audacieux. C'est important de l'assumer parce que ça devient toujours un débat qui revient qu'un parti qui n'est pas pour l'indépendance va dire « Ah, vous voulez l'indépendance. Si tu ne l'assumes pas, c'est un défaut. Si tu l'assumes, voici. » C'est intéressant tout ça. Parlons d'aviation. Oui. Parce qu'après l'asphalte, j'aimerais te parler d'aviation. Les deux pieds sur terre maintenant. Les deux pieds sur terre. On sait qu'il y a eu un crash là, d'un Boeing 737 MAX, si je me souviens bien, en Éthiopie. Oui. Et puis là, c'était le deuxième ou le troisième qui avait des problèmes de cette série de Boeing-là. Et là, ben, il veut pas, là, il y a une espèce de psychose collective partout à travers le monde. Il y a plein de pays qui ont interdit l'usage de ce type d'avion-là dans leur pays parce que tant qu'on n'a pas d'études concrètes sur qu'est-ce qui a causé l'accident puis est-ce que c'est un problème qui est récurrent à plusieurs appareils. Ici au Canada, on a décidé de rien faire, de dire continuer à voler, attendons l'étude. Comment tu trouves cette décision-là? Puis est-ce qu'il faut sombrer justement là, dans la panique? Ou est-ce que tu penses que c'est un cas isolé? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à être Marc Garneau ce matin? Ce n'est pas un cas isolé. Parce que les Boeing 737 MAX 8, c'est la marque en particulier, c'est le modèle en particulier. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le marché. Et ça fait moins de 6 mois. Et en 6 mois, 2 écrasements majeurs. Ouais. On est en droit de se poser des questions. Puis le service de protection de l'aviation, qui est basé à Montréal, a dit « Oui, vous pouvez voler, mais il y a quelques petits changements qu'on recommande à Boeing avant. » Excusez, est-ce qu'on peut les changer à 2 jours d'avis? Non. Moi, selon moi, on devrait les garder au sol. Ne pas les annuler pour la vie au complet, mais que Boeing fasse une révision et qu'il remonte auprès de l'Organisation de la protection pour l'aviation internationale, de dire « Oui, le problème a été corrigé. » Parce que mercredi dernier, donc mercredi le 13 mars, les boîtes noires ont été découvertes. Et les boîtes noires indiquent qu'il n'y a aucun problème au niveau de l'ordinateur, mais dans les discussions audio, parce qu'il y a 2 boîtes noires dans un avion, il y en a un, c'est les données techniques, l'autre, c'est les données de conversation dans le cockpit. Bien, en moins de 10 minutes, le pilote a perdu le contrôle de l'avion. Puis c'est en moins de 10 minutes qu'il s'est écrasé. On parle quand même de 8000 pieds. 10 minutes, c'est trop rapide. Donc, un avion peut planer s'il y a un problème de moteur. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas un problème de moteur ou un problème de... l'avion ne pouvait pas planer. Ça veut dire que c'est dans le mouvement. Je ne suis pas ingénieure en aviation, que c'est quelque chose de majeur. Un avion s'écrasant en 10 minutes à 8000 pieds. Puis les pilotes qui sont là, les pilotes commerciaux, là, ils ont fait un minimum de 5000 heures sur ces modèles-là, bien, sur les modèles de cette ampleur-là, de cette catégorie-là, avant d'avoir droit d'avoir des passagers. Mon frère a sa licence de pilote d'avion, 1 heure de vol de cet avion-là en cours, pour faire un cours, c'est 10 000 $. 10 000 fois 5 000 par pilote. C'est-à-dire que les gens, ils connaissent, ils sont capables de maîtriser. C'est pas pour rien qu'on a très peu d'accidents. Oui, à chaque fois, c'est impressionnant, mais si le pilote a perdu le contrôle de son avion, puis 2, le même modèle, en 6 mois, si on calcule le nombre d'écrasements qu'on a par année, c'est vraiment beaucoup pour ce modèle-là. Là, présentement, c'est parce que Boeing, en plus, a fait des pressions auprès de Bombardier
avec la C-Series. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins de 2 ans, ils voulaient les apporter en cours parce qu'ils ne respectaient pas. Donc là, le Canada, on dirait qu'il est frileux. C'est plus une décision politique qu'une décision de sécurité publique. Oui, moi, ça m'énerve aussi, ça, ces décisions-là, où on sent qu'on va placer les intérêts des compagnies en avant des intérêts des gens. En fait. Quand c'est rendu que l'Union européenne, qui est quand même le rassemblement des plus grands nombres de pays, veut refuser le passage, même pas sur les aéroports, le passage au-dessus des territoires des avions, il faut vraiment se poser une question. C'est vraiment... oui, je comprends que beaucoup de flottes, par exemple, à Ryanair, qui est une compagnie marocaine, l'ensemble de sa flotte, c'est ça. C'est Boeing qui doit le dédommager. Ouais. C'est un problème d'ingénierie. Puis l'ingénierie en aéronautique, c'est très délicat. Puis quand tu vends un produit, peu importe que ce soit de l'ingénierie ou quoi que ce soit, si le problème est démontré que c'est par sa conception, c'est toi qui dois dédommager. Donc, c'est vraiment, selon moi, la décision de M. Garneau est beaucoup plus une décision politique qu'une décision de sécurité publique, mais je ne voudrais pas être à sa place pour prendre la décision. Parce que ça a un impact sur tout le développement économique de l'aéronautique au Canada. Il y a eu à avoir quelques téléphones de lobbyistes bien placés. De lobbyistes bien placés ou même de personnes politiques haut placées aussi entre les Américains et le Canada. Ouais. Moi, je ne serais pas du tout étonnée. Je ne voudrais pas être à sa place, mais en même temps, si on prend la part de la population, oui, il y a une perte d'argent. Mais il y aurait combien de... Si ils ont mal fait leur travail, c'est leur responsabilité. C'est eux qui perdent l'argent, oui, mais en même temps, c'est leur responsabilité. Il y a 6 mois, il y avait 186 personnes qui sont décédées en Indonésie. Là, on a plus de 169. Puis c'est un problème d'ingénierie. Si, en le sachant ça, en tant que pays, on décide d'accepter pareil, on prend une responsabilité face à un problème d'une entreprise. Et ça, je suis tout à fait contre. Je veux voir c'est quoi la décision de M. Garneau, parce que si M. Garneau, ce qu'on ne sait pas, Boeing donne une garantie de plus ou quoi que ce soit pour éviter, par exemple, ça aurait pu, là. Moi, j'extrapole, là. Boeing, il y a un problème, puis là, en plus, avec le Canada, ça allait déjà pas bien. Ils peuvent venir à terre, comme on a vu avec Bombardier, puis M. Garneau reçoit un appel du président de Boeing, il dit « S'il vous plaît, fermez pas les aires de vol. En échange, vous allez être les premiers à avoir les réparations. » Ça, c'est des choses que nous, on ne sait pas au niveau politique. C'est encore du lobbyiste, oui. Mais je voudrais tellement pas être à sa place. Parce que la personne qui a le moins de pression, c'est la première qui prend la décision. Plus ça va prendre de temps, plus il va être jugé sur sa décision. Et là, ça fait déjà trop longtemps. Ouais. Intéressant tout ça. Je pensais pas que tu avais autant de connaissances en aviation. Excusez. J'ai de la chance d'avoir un frère qui est pilote, qui a eu sa licence. Et si vous cherchez un pilote, faites-moi signe. Il est toujours intéressé à travailler en région. Il y a plein de diversité à la TUC. Le gouvernement fédéral aussi ont annoncé qu'il y aura des indemnités pour les Autochtones victimes dans les externats au cours des dernières années, des montants qui vont de 10 000 à 100 000 200 000 200 000 quand même. Enfin? Oui, clairement, trop peu, trop tard. Enfin, tout simplement, il y a une reconnaissance de la responsabilité politique dans cette décision. Ben oui. Respect des communautés qui ont vécu une tentative de génocide culturel ou qu'on revit seulement des petites brides ou que c'est un défi de tous les jours pour les communautés de garder leur langue, de garder leurs jeunes sur place. C'est, oui, trop peu, trop tard, mais enfin. Enfin, parce que ça aurait pu ne jamais arriver. Ça aurait pu ne jamais arriver, puis on parle vraiment d'une pression au niveau du Canada. Même s'il y a une reconnaissance, parce que, par exemple, l'arrêt Paulet, qui est l'arrêt Daniels, puis l'arrêt Paulet, qui était la Cour suprême au niveau du Canada, la Cour suprême ne donnait aucune responsabilité, une obligation au gouvernement de compenser ou de réparer. C'est l'injure. C'est absurde. C'est délicat. Moi, je ne veux pas commenter la justice parce que ça, c'est tout qu'un domaine que je ne connais pas du tout. Mais là, c'est tellement, oui, trop peu, trop tard, mais j'espère que ça ne va pas
arrêter, elle se donne un chèque, puis il n'y a rien ensuite. Ouais, parce que là, c'est bien beau de faire des excuses, c'est bien beau de donner, mais il faut qu'il y ait un changement de mentalité. C'est anormal. Une valorisation de la culture autochtone. Oui. Il faut leur permettre d'enlever la loi sur les Indiens qui date depuis limite la création du Canada, qui oblige les personnes amérindiennes à rester sur les communautés. Les femmes amérindiennes, si elles ont un conjoint québécois, leurs enfants peuvent perdre leurs droits autochtones. Mais si c'est un homme, ils le gardent. Il y a plusieurs choses qu'il faut qu'ils soient pensées. Oui, là, on parle des excuses. Moi, on parle de l'argent. Mais au niveau des lois, là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a tellement de... Il y a un traitement qui a été complètement absurde. Là. Les femmes autochtones ont eu le droit de vote au Canada en 1986. Puis, ça m'apporte à un autre sujet qu'on n'avait pas prévu, mais je tiens à le porter. Ça fait scandale il y a à peu près un mois, mais je sais que ça existe encore dans notre région. Des communautés métisses. Est-ce que tu connais le concept? C'est des gens qui vont, par des recherches historiques, et c'est vrai, démontrer qu'ils ont un lien autochtone, métis. Ça peut être dépendamment du degré. Et ils vont chercher des droits. Oui. J'aimerais ça, toi, avoir ton opinion là-dessus. Bien, moi, ce que je trouve absurde là-dessus, c'est que les généticiens ont démontré que 50 à 80 des Québécois de souche ont des gènes autochtones. Donc, on est tous métis. Le métissage s'est fait dès les premières générations. Déjà, après une génération, quand les Français arrivaient ici, ils faisaient la différence entre un Français puis un Québécois ou un natif. Un natif, parce qu'il y a eu des métissages énormes. Si tu n'as jamais vu le documentaire Québécoisie, il est extrêmement intéressant là-dessus, où on voit entre autres la recherche d'un autochtone qui cherche ses racines et puis qui se ramasse en Normandie parce qu'il trouve ses ancêtres en Normandie. Non, mais tu sais, mais c'est ça qu'il faut se poser. Le métissage, il est partout. Là. Ben oui, c'est surtout je trouve ça délicat d'en parler aujourd'hui, mais en même temps, je veux que ce soit un sujet de discussion. Aller chercher des droits autochtones par ton historique, par ton... comment on appelle ça? Ta généalogie. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher des droits auprès des personnes qui sont considérées comme autochtones. Donc, il faudrait se poser la question, comment définir une personne autochtone? Parce que là, présentement, une personne autochtone, il faut qu'un membre de sa famille fasse partie de la liste des non-autochtones du Québec et du Canada qui a été faite en 1954. L'année pile, 1954. Je t'ai pas né. Mais il faut que, par exemple, si tes deux parents avaient été enregistrés, les droits qui sont en lien avec ce nom-là aussi. Ouais. Les privilèges, mais quand je dis droits et privilèges, c'est deux choses, là. Mais il y en a qui pensent que les droits des Autochtones, c'est des privilèges, alors que d'autres pensent que leurs privilèges sont un droit. Ça dépend toujours de la perception. Mais il faut se poser la question, l'utilité puis l'objectif de ces organisations-là. Oui. Puis ça, sur les privilèges des droits, moi, je me rappelle d'une séquence du film de Richard Desjardins, Le peuple invisible, où on voit deux Québécois de souche qui disent « Oh, les Autochtones », puis ils énumèrent leurs droits comme si c'était un privilège. Puis à la fin, Richard Desjardins leur demande « Vous changeriez de place avec eux n'importe quand ?» Et les personnes font « Non. » C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être J'ai des gens qui m'ont posé des questions. On veut avoir le droit autochtone. Ah, parfait, tu veux une réserve puis que tes bâtiments ne t'appartiennent pas? Ah, ben là, j'aime ça être propriétaire. Ah, ben oui, c'est ça. Non, la réalité des Autochtones au Canada, au Québec. Moi, je suis allé travailler même avec les Inuits dans le Grand Nord. Je peux vous dire que c'est pas évident. Ben, pour clore un peu la discussion, oui, des excuses, de l'argent, mais il ne faut pas arrêter là. Il faut continuer jusqu'à ce que les politiques ou la réglementation les entourant, leurs droits, leurs accès, les services. Il y a des communautés autochtones qui n'ont pas encore accès à l'eau potable ou à de l'électricité stable. Au Canada. Si on met toutes les communautés autochtones du Canada ensemble, ça devient un des pays les plus pauvres au monde. Puis, quand on est dans un des pays les plus riches au monde. Et c'est la plus jeune, la moyenne d'âge en bas de 25 ans. On a besoin d'eux pour le travail, pour la main-d'œuvre, pour la société, pour... Moi, pour travail, main-d'œuvre, comme humain. Oui, c'est ça. Mais comme humain. Ce que je voulais dire, c'est dans tous les secteurs. C'est ça. Tous les secteurs de notre vie, de notre société, on a besoin de cet apport culturel, de cet apport communautaire.
Dernier sujet avant de clore tout ça, le Brexit. Écoute, ça va mal depuis longtemps. Là, le Parlement britannique s'est rendu, écoute, on dirait un épisode de Three's Company. On revient, on part, on vote contre, un amendement. Dans 2 semaines, s'il n'y a pas d'accord, c'est le Brexit à la dure. Donc, on sort pas d'accord. Comment va se passer l'économie, l'immigration, le passage des frontières, tout ce qui est entre l'Irlande et l'Irlande du Nord? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, je comprends pas les motivations là, de chicaner en ce moment. Là. Tellement pas être à la place de Mme May. Non. Oh, que je voudrais pas être à la place de Mme May. Mme May ne doit pas dormir depuis 3 semaines minimum. Oh, depuis 3 ans. Oh! Oui. Ben, 3 ans d'après moi, elle a dormi une couple de fois, mais par obligation. Ouais. Mais non, présentement, on dirait que les discussions, nous, vues de l'extérieur, sont ridicules parce que c'est une question aussi. Nous, on a vécu c'est la question de l'indépendance de l'Écosse qui a le plus de problèmes au niveau de la gestion des frontières. S'il n'y a pas d'entente présentement, ça va être une guerre. Ça va être une guerre civile. Il n'y a pas d'entre-deux, là. Il n'y a pas de... Mais est-ce qu'on va voir la résurgence des conflits entre Irlande et l'Irlande du Nord? C'est en plein ça. Là, présentement, moi, ce que j'ai comme impression, vu de l'extérieur, c'est que c'est un combat de quel parti va paraître le mieux auprès des citoyens. Qui va dans le populisme. Ah oui, on est clairement dans le populisme et dans une méconnaissance des dossiers voulus, volontaires. Parce que là, présentement... Faire passer les autres pour des incompétents. Faire passer les autres pour les incompétents, mais au niveau de l'économie, présentement, l'économie de l'Angleterre, là, du Royaume-Uni, est en train de plonger à cause de cette incertitude-là. Ça aide qui? Ça aide qui? Ça aide la réputation à personne, ça aide la réputation, ça aide aucune entreprise. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de déménager leur siège social. Ça aide personne, cette chicane qui est à cause principalement d'une seule limite. À cause de la gestion des douanes. Oui, je comprends que c'est un sujet important. Je comprends très bien. Mais plus vous vous attendez, moi, c'est comme un élastique qu'on tire, le Brexit. Là. Plus on attend, plus ça va fesser fort quand ça va arriver. Puis plus on va avoir mal, puis plus il y a bien des gens qui vont regretter leur décision parce qu'il y en a déjà qui commencent à regretter de faire le Brexit. Ça, c'est une autre question. Le vote sur le Brexit a été très serré, de 1. De 2, on parle de manipulation, de la fraude électorale, en fait, qu'il y a eu de la manipulation un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis avec de fausses informations aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, écoute, on est je sais pas, je me demande souvent comment on va en parler ou comment on va l'analyser dans 25 ans, là, toute cette saga du Brexit. Moi, je me demande quels seraient les résultats si la population aurait pu voter sur l'accord fait avec Mme May. Oui, puis l'Union européenne. Merci, Joanie. Bien, merci, Pierre. Encore une belle semaine. Ben oui, encore une belle semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous voulez débattre avec nous, on est disponible quand vous voulez. Passez une belle semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!